interprétation de la Constitution sur la saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième de membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province, des présidents des assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum. Elle connaît de conflits de compétences entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi qu'entre États et les provinces. Elle reconnaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation, le Conseil d'État, uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions, ainsi de suite. Magnifique. Voilà. Vous vous rendez bien compte que nous sommes dans deux horizons diamétralement opposés. Ici, nous parlons de la saisine par la CENI de la Cour constitutionnelle en interprétation d'une disposition constitutionnelle. Est-il possible, voyez-vous, est-ce que la CENI a cette qualité? Mais c'était ça la question principale. Voilà, c'était ça la question principale à laquelle, malheureusement, mon co-débatteur n'a pas pu répondre. Je lui rappelle que, au regard de cette disposition constitutionnelle, qui est bien plus claire, la CENI n'a pas du tout qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation d'une disposition constitutionnelle. Cependant, l'article 162 de la Constitution donne possibilité, mais la Cour est là pour interpréter. Donne possibilité, effectivement, oui, mais dans les limites de la Constitution. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter une disposition de la Constitution. Cependant, tout le monde peut la saisir pour attaquer une loi ou une ordonnance loi. Voyez-vous, un acte est en force de loi inconstitutionnel, donc en inconstitutionnalité. Voyez-vous, ça c'est une action en inconstitutionnalité. Pour une disposition constitutionnelle, il n'y a que ces organes repris que je viens de citer. En effet, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Ça, on doit bien être clair. Et donc, je me rends bien compte que nous parlons des deux choses diamétralement Alors, mais devant opposées. la difficulté évidente de la CENI, on revient, la Constitution a tout prévu. Les dispositions évoquées par mon co-débatteur, 70 et 73, on commence par l'alinéa 2 de l'article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. J'appelle que la nuance qu'il y a ici, c'est le mot, le verbe, le participe passé élu. Voyez-vous, du verbe élire, qui distingue tout de suite cet article des articles 103 et 105 qui parlent cette fois-là des députés nationaux et sénateurs. Voyez-vous, que les assemblées nationales restent en fonction jusqu'à l'installation d'une nouvelle assemblée nationale, etc. Voyez-vous. Et donc, c'est pour autant dire qu'il ne peut y avoir, le président de la République ne peut rester en fonction que si, effectivement, la CENI a respecté l'article 73. Ça veut dire qu'elle a organisé l'élection présidentielle dans les 90 jours avant la fin du mandat présidentiel. Au cas contraire, voyez-vous, la Constitution a encore prévu une solution. C'est l'article 75. Voyez-vous, ça veut dire que nous tombons dans une vacance. Et cela n'est possible que dans le cas du second et dernier mandat d'un président de la République. Ceci, il faut interroger les travaux préparatoires et présider à l'élaboration de notre Constitution. C'était les Sénats de la transition. Nous pouvons encore aller passer au Parlement, nous allons retrouver la ratio constitutionalis, voyez-vous, de cette disposition constitutionnelle ou de ces dispositions constitutionnelles. Pourquoi les constituants originaires avaient-ils d'abord laissé une brèche dans les causes qui peuvent amener à la vacance à la tête de l'État pour toute autre cause? Voyez-vous, ça c'était une brèche pour ne pas en réalité limiter ou limiter le pouvoir ou donner éventuellement éterniser le pouvoir. La ratio legis, en effet, est de pouvoir éviter de retourner dans la case des départs, parce qu'il vous souviendra que nous avons connu la transition la plus longue de l'Afrique dans ce pays. Et donc c'est au vu de tout cela que le constituant de 2006 s'est dit non mais tiens, il faut cette fois-ci verrouiller tous les systèmes en prévoyant toute la procédure, contrairement
à l'élection de députés provinciaux et députés nationaux, sénateurs, etc., seule l'élection présidentielle, sa procédure est bien prévue et même les délais sont constitutionnels. Je dis seul. Pourquoi? Parce que en Afrique, l'élection majeure, je m'excuse, je considère qu'il n'existe pas d'élection majeure, mais malheureusement en Afrique, on doit se le dire, l'élection majeure est toujours considérée par le commun mortel comme étant l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, nous assistons davantage à l'hyperbolisation du pouvoir, à l'hyper-présidentialisation du pouvoir, voyez-vous, où les pouvoirs est centré autour d'un individu, où c'est les Djalelo du matin au soir, et lorsque vous ne citez pas le nom du président de la République dans votre discours plus ou moins 10 fois, vous êtes viré, etc. Et donc c'est ça qui a présidé, qui a conduit les constituants originaires à mettre en place ces dispositions. Sinon, on assisterait alors à un président de la République qui resterait en fonction. Vous avez été long. Je vais m'arrêter là. Vous assisterez à un président de la République qui resterait en fonction pendant 5, 10 ans, 20 ans, en arguant qu'il n'a pas de moyens pour organiser l'élection. Voilà. Et alors, donc, voilà. Monsieur Papitamba, pour vous, la CENI peut évidemment saisir la Cour constitutionnelle, mais une autre question également, est-ce que la Cour elle-même, la Cour constitutionnelle elle-même, peut prolonger le délai de l'élection présidentielle? Vous savez, M. Floride, déjà la première chose, ça ne sert à rien de prendre autant de temps de parole pour redire la même chose. C'est trop facile de me considérer comme étant un porte-parole de la CENI. Je ne sais pas si vous auriez aimé que tous soyons critiques dans certaines prises de position lorsque ça touche les institutions de la République. Moi, je suis républicain et je pense qu'en tant que républicain, nous devons soutenir nos institutions et la CENI en fait partie. N'attendez pas à ce que nous fassions tous comme vous et quand nous faisons le contraire, ne nous cataloguez pas. C'est trop facile. De quoi parlons-nous, chers amis? Ne parlons pas de la combinaison des articles 161 et 62 comme je l'ai fait. J'ai dit qu'ici, il ne s'agit pas, premièrement, de demander l'interprétation d'une loi et il ne s'agit non plus de parler de l'inconstitutionnalité d'une loi. J'ai fait allusion à l'article 161 et 162 que je ne vais pas apprendre sur le plateau devant vous. J'ai parlé de l'incapacité pour la CENI d'exécuter un dispositif constitutionnel. À qui voudriez-vous que la CENI présente la requête? Il ne faut pas marcher dans cette confusion. La Constitution enjoint à la CENI d'organiser une élection dans les 90 jours avant la fin du mandat. Il faut convoquer les scrutins. La CENI constate qu'elle ne peut pas convoquer les scrutins dans les 90 jours avant parce que Corneille Nangaa a été assez clair que depuis que la CENI avait lancé l'appel d'offres, il faut compter 16 mois, 1 jour. Là, ce n'est pas une déclaration politique, c'est l'avis des experts. Et vous savez, vous êtes avocat, dans un tribunal, on ne contredit pas un expert par une déclaration politique. Je pense qu'il faut des contre-expertises pour contredire un expert. Vous êtes avocat, vous le savez. Vous aurez mieux fait peut-être de vous amener des contre-expertises et vous serez plus crédible dans votre démarche. Maintenant, la CENI constate qu'elle ne pourrait pas être là, présent dans les délais. La CENI doit se plaindre quelque part. La CENI va se plaindre devant qui? Devant le président de la République? La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi non d'abord? Parce que cela ne relève pas de sa compétence. Devant le gouvernement? Non. Devant les deux chambres réunies du Parlement? Non. Devant toutes les autres institutions provinciales? Non. Mais la CENI doit se plaindre quelque part. Alors, peut-être dans votre façon d'interpréter la Constitution et dans les juridismes qui caractérisent certaines personnes qui vont dans votre direction, ils pourront peut-être apporter la réponse à cette question. En ce qui me concerne, je me dis que la CENI qui est face à cette incapacité ne peut se présenter devant la Cour constitutionnelle. Qui ne lui demande pas d'interpréter un article qui est assez clair, qui ne lui demande pas de soulever l'inconstitutionnalité des choses, mais de constater qu'elle ne peut pas convoquer les scrutins dans les délais constitutionnels. Vous avez vu la différence? L'avis de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu la différence? Il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence fondamentale, il n'y a Floride. Pas de différence. Oui. Il ne s'agit pas d'interpréter l'article d'une constitution, de la Constitution plutôt,
Il s'agit de présenter des difficultés d'ordre matériel, organisationnel et même financier par rapport au rendez-vous qui est donné à la CENI. Ne faisons pas, ne jouons pas au sophisme et des génies. N'essayons pas de gloser dans tous les sens, pensant peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devenons plus juges que les juges constitutionnels. Mais apparemment, vous savez, quand on dépose une requête... Mais la Cour n'a plus de limite finalement. Hein. La Cour n'a plus de limite. La Cour peut se permettre de tout faire. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque dans une constitution, nous relevons certaines matières où il y a soit silence des lois, parce que les faits précédant les droits, ou dans certaines matières où nous constatons qu'il y a un problème d'interprétation conjuguée de certains articles, la Cour constitutionnelle sait prendre des positions. Je vous ai dit qu'il y a des cas. Voulez-vous que je vous en cite un? Le général de Gaulle, il prend les pouvoirs. La Constitution française, pour changer certaines dispositions, lui disait qu'il fallait passer par le Parlement ou il lui fallait plutôt une majorité des 3/5 par rapport à l'élection, ou plutôt aux élections et à certaines choses. Le général de Gaulle a fait allusion à l'article 11. Il est passé par l'article 11 qui appelait à ce que les peuples prennent position et cette position a été entérinée par la Cour constitutionnelle. Donc, ça voudrait tout simplement... Et des cas de figure comme ça, je peux vous en citer, ils sont légion. Ici, il ne s'agit pas... C'est la haute démocratie. Hein, il ne s'agit pas de confondre les choses. La démarche de la CENI ne vise qu'à présenter son incapacité. Et cette incapacité-là, elle est aujourd'hui plus ou moins constatée par tout le monde. Puisque Ban Ki-moon, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, a été au Conseil de sécurité, a abordé les problèmes dans le même sens. Ban Ki-moon a dit les problèmes démocratiques du Congo, la CENI présente cet état de fait qui présente une grande difficulté pour elle d'organiser les élections. Sinon, si la CENI ne les fait pas, si la CENI ne présente pas ces difficultés, qui d'autre les fera à la place de la CENI? Voilà. Et si la CENI doit se plaindre, la CENI peut se plaindre devant qui? Alors qu'on laisse un peu... Je n'aimerais pas qu'on aille assez qu'on dans laisse la à la Cour constitutionnelle de déclarer premièrement la recevabilité. Toute décision de la Cour constitutionnelle est motivée. Elle va juger elle-même de l'opportunité de déclarer la recevabilité de cette requête. Si elle rejette cette recevabilité, la Cour suprême va motiver sa décision, comme aussi si elle accueille favorablement cette requête. La Cour aussi va aussi motiver sa décision. Ce n'est pas sur un plateau de télévision ou dans nos différents débats télévisés où nous pensons que nous serons plus juges que les juges professionnels. Voilà. Mais j'aimerais que vous répondiez à cette question que je vous ai posée, s'il vous plaît, avant que vous ne balayiez simplement d'un revers de main la réaction tout à l'heure de Papi Tamba. Auprès de quel organe la CENI peut aller présenter ce problème, cette difficulté évidente et technique, qui n'est pas politique? Très bien, Floride. Je constate une fois de plus que mon co-débatteur s'érige en avocat oui, de la répondez à ma CENI, question. et qu'il est important de rappeler que la politique étant l'art de gérer la cité est encadrée par le droit public. Et le droit public est caractérisé par ce qu'on appelle l'incompétence comme principe et la compétence comme exception. Ça veut simplement dire que tout doit être fait dans un cadre beaucoup plus clair et précis par un texte. Rien ne peut s'improviser en droit public. Précisément en droit politique. La Cour constitutionnelle ne peut pas s'octroyer des pouvoirs qu'elle en a en réalité de par la Constitution. Je rappelle que c'est un organe institué par la Constitution et non un pouvoir constituant, moins encore un pouvoir dérivé. Voyez-vous? Et c'est pour dire que, contrairement à ces dévancières, notre Constitution du février 2006 a octroyé plus ou moins 9 compétences à la Cour constitutionnelle. Et nulle part, j'aurais bien voulu et je serais beaucoup plus à l'aise que... Et plus ou moins 9, plus ou moins 9 Papi Tamba, en effet, et nulle part ne figure le constat ou la prise d'acte d'un report ou de l'incapacité de la CENI à organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. On peut aider les gens qui nous suivent. Il n'y en a pas. Alors, on va aider les gens. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'organe quelconque devant lequel la CENI peut
présentait son incapacité. Voyez-vous, l'incapacité en politique conduit à quoi? À la démission. Quand on est incapable, ça veut simplement dire qu'on doit présenter sa démission et laisser aux gens capables de pouvoir mener à bien le processus électoral. Je vous pose une question apparemment banale. Hein.